Le baron Taylor, écrit par Eugène de Mirecourt, lu par Armen pour audiocité.net. Avant-propos à Monsieur Émile de Girardin. Vous avez l'habitude, ô grand homme, de déplacer toutes les questions et vous exécutez sur la corde roide de votre journal des tours de voltige de la plus haute école. Ainsi, dans ce moment, vous êtes en train de prouver aux lecteurs de la presse que nous avons été condamnés on ne peut plus sévèrement par les tribunaux pour avoir écrit votre histoire. Et vous nous déniez le droit de réponse dans vos colonnes afin de laisser le public sous l'impression que vous avez voulu produire. Mais nous avons, comme vous, une tribune. Nous rétablissons les faits. Les voici dans leur plus scrupuleuse exactitude. Une biographie signée de nous paraît en janvier dernier. Cette biographie est la vôtre. 2 mois s'écoulent, vous ne réclamez pas et vous ne portez aucune plainte devant les tribunaux. Seulement, vous insérez un beau jour une lettre assez piquante de Madame George Sand à votre serviteur. Et, comme notre réponse, extrêmement convenable et polie, vous déplaisait par cette raison même, vous jetez notre réponse au panier. C'était tout simplement vous révolter contre la loi. Là-dessus, nous vous intentons un procès. Acculé dans vos derniers retranchements et forcé par la perspective d'une condamnation imminente à publier notre lettre, vous la faites suivre de cette petite note perfide, enfermant aux plus courtoises réclamations contre ces inexactitudes ou ces diffamations la porte d'un journal, Monsieur de Mirecourt l'ouvre nécessairement aux tribunaux. Il ne saurait donc ni s'étonner ni se plaindre d'être suivi sur le terrain qu'il choisit. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi nous soulignons le mot « diffamation ». L'essentiel est de montrer ici le jésuitisme de vos phrases. Après les avoir lus, il est certain que tous les abonnés de la presse ont dû se dire « C'est Madame Sand qui intente un procès à Monsieur de Mirecourt. » Pas du tout, c'était vous-même. Or, vous ne pouviez faire un tel aveu dans un journal qui a publié pendant 2 années consécutives de si magnifiques articles sur le droit de tout dire. Ces articles étaient signés de votre nom. L'un des plus remarquables apparu à l'époque où vous aviez besoin de tout dire sur les hommes qui vous empêchaient d'être ministre. Et voici quelques extraits, ils sont textuels. La liberté de tout dire doit exister par cette raison souveraine qu'il n'y a aucun avantage à la limiter. Toute limite, quoi qu'on fasse, sera toujours arbitraire. En matière de liberté de pensée, nous n'admettons pas plus les lois répressives que les lois préventives. Nous n'admettons qu'un seul tribunal compétent, le tribunal de la conscience publique. C'est à la conscience publique à s'armer de sévérité contre les injures, les diffamations, les erreurs, tout ce qui, enfin, aujourd'hui, constitue le domaine des délits et des crimes, de la parole et de la presse. L'individu fort de sa conscience n'a pas besoin de tribunal qui le venge de la calomnie. Quand le droit de mépriser la calomnie, l'injure, la diffamation devrait s'acquérir par une plus grande pureté de conscience, où serait le mal? Nous sommes encore des enfants, soyons donc enfin des hommes.
Émile de Girardin, presse du 25 janvier 1850. Ouf, respirons. Il est certain qu'après cela, vous n'osiez pas convenir vis-à-vis de vos lecteurs que vous intentiez un procès au sujet de votre propre biographie. Vous sentiez combien on allait vous trouver peu conséquent avec vous-même. Ces diables d'abonnés collectionnent, gardent les articles et confrontent celui du jour avec celui de la veille. Ainsi, grand homme, vous n'étiez pas assez fort de votre conscience? Ainsi, vous aviez besoin d'un tribunal pour vous venger. Le tribunal de la conscience publique ne vous suffisait pas. Doutiez-vous par hasard de l'arrêt qu'il aurait pu rendre? Enfin, passons. Vous avez préféré la 7e chambre. Vous demandiez au juge, premièrement, la suppression de la livraison des contemporains qui contenaient votre histoire. Deuxièmement, 1000 francs de dommages-intérêts. C'était bien peu. Le tribunal a rendu le jugement suivant. Attendu qu'Eugène de Mirecourt se reconnaît l'auteur d'une brochure intitulée « Émile de Girardin », commençant par ces mots « Il est des figures impossibles à saisir » et finissant par ceci « Il est mort ». Attendu que, dans cette brochure, il ne s'est pas borné à juger l'homme public, dont les actes et opinions sont soumis à l'appréciation et à la critique de tous, qu'il descend aussi dans les détails les plus intimes de la vie privée, que, s'il n'articule pas d'une manière précise et directe des faits qui soient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de celui dont il retrace la biographie, il emploie cependant trop souvent vis-à-vis de lui des formes de langage acerbes et violentes. Que c'est ainsi qu'il parle à plusieurs reprises de son mercantilisme, de ses habitudes d'audacieuse exploitation, de son égoïsme, de son esprit haineux, du fiel qui gonfle son cœur, de son défaut de moralité. Que dans un passage notamment on lit « Il ne croit ni à l'amitié, ni au désintéressement, ni à la conscience. Il a perdu la sienne à la bataille. » Que plus loin on lit encore que ses qualités ne sont qu'apparentes et cachent un calcul. Que son âme a perdu tous les sentiments de sincérité et de justice, qu'il fait le mal par instinct. Que dès lors, Eugène de Mirecourt a commis le délit prévu et puni par l'article 19 de la loi du 17 mai 1819, vu le dit article, le condamne à 500 francs d'amende et aux dépens, statuant sur les conclusions de la partie civile, attendu qu'elle n'a éprouvé aucun préjudice, dit qu'il n'y a lieu d'accorder les dommages-intérêts réclamés. Attendu toutefois que la brochure d'Eugène de Mirecourt a reçu une certaine publicité et qu'il y a lieu d'ordonner à titre de réparation l'insertion du présent jugement dans les journaux, dit qu'il sera inséré dans 3 journaux au choix de Girardin et aux frais d'Eugène de Mirecourt, déboute Émile de Girardin du surplus de sa demande. Nous citons ce jugement parce que c'est la réponse la plus catégorique et la plus simple que nous puissions faire aux insinuations étranges contenues dans la presse du 1er août dernier. Nous renvoyons nos lecteurs à cet article qui essayait d'être perfide et qui n'a été que maladroit. Vous baissez, grand homme, votre plume s'émousse, votre polémique boite, et votre génie devient apoplectique. Songez à Gilles Blas et à son archevêque. Le lendemain, nous avons répondu par une courte lettre ainsi conçue. Monsieur, le public sait maintenant 2 choses.
Premièrement, que le partisan quand même du droit de tout dire a voulu m'empêcher de répondre à Madame George Sand dans les colonnes de son propre journal. Deuxièmement, que l'apôtre de la liberté illimitée applique ses doctrines en menaçant un écrivain de la contrainte par corps. Monsieur de Girardin, nos lecteurs ne l'ignorent pas, s'est imaginé que l'insertion du jugement ci-dessus, à raison de 3 francs la ligne, importait à son honneur. Un référé très habile, introduit par notre avoué pour le paiement des frais de cette insertion, a forcé le rédacteur en chef de la presse à donner dans son journal même un démenti formel à ses principes. Je ne demandais rien de plus, chacun jugera. Vous aviez votre plume, j'avais la mienne. Les tribunaux, je cite vos paroles, ne doivent jamais intervenir dans les affaires de presse. Envoyez, monsieur, toucher vos 1200 francs à la caisse des contemporains. Mon éditeur payera. Seulement, vous avez eu le tort très grave, dans l'article publié hier par la presse, de vous dire diffamé et de m'appeler diffamateur. Le tribunal ne m'a condamné que pour injure, et le texte même du jugement déclare que je ne vous ai porté aucun préjudice. Donc, vous vous rendez vous-même coupable du délit que vous me reprochez faussement. J'en prends acte. Recevez toutes mes salutations. Eugène de Mirecourt. Vous n'avez pas jugé convenable de publier cette lettre, ô journaliste plein de loyauté que vous êtes, et franchement, nous sommes là de vous signifier notre prose par l'huissier. Maintenant, tirez-vous d'affaire, conciliez vos actes avec vos doctrines. Puisque vous n'envoyez pas toucher le montant des insertions, y compris celle de la presse, qui doit entrer directement dans votre poche, vous pouvez être sûr que nous ne vous porterons pas cette somme. Il nous paraît décidément curieux de voir jusqu'où vous pousserez la contradiction dans vos systèmes, et comme nous aurons pris nos mesures pour que la retraite ne nuise point à notre travail, nous irons, sous vos généreux auspices, transporter rue de Clichy nos pénates littéraires. Deus nobis aequotia fecit. Traduction libre, Girardin, l'apôtre de la liberté illimitée, a daigné limiter la nôtre. En attendant, grand homme, nous allons vous montrer comment nous écrivons l'histoire de ceux de nos contemporains qui ne vous ressemblent pas. Lisez pour votre enseignement la biographie du baron Taylor et ne nous forcez plus à nous occuper de votre personne. Quand vous devriez acquérir le droit de nous laisser en repos par une plus grande pureté de conscience, où serait le mal? Vous n'êtes encore qu'un enfant, soyez donc enfin un homme. Ah, ce sont là de vos phrases, et vous n'avez rien à dire, nous n'y changeons que ce qui ne s'applique point à nous. Sur ce, que Dieu vous ait en sa sainte garde. Eugène de Mirecourt. Le baron Taylor. Premier chapitre. Si la France est reine du monde, si nous voyons les peuples se courber devant elle et saluer sa gloire, c'est que, seule entre toutes les nations, elle a constamment applaudi, soutenu, protégé les arts. Chez nous éclate avec plus de vivacité que partout ailleurs cet enthousiasme qui chauffe le génie et fait éclore les chefs-d'œuvre. Même dans les plus mauvais jours, au sein de la tempête révolutionnaire, au milieu des absorptions industrielles, malgré l'émeute et malgré la bourse, malgré les barricades et l'agiotage, malgré l'instinct bourgeois, malgré tous les fléaux,
la religion de l'art n'a pas encore vu en France déserter son autel. De courageux apôtres sont là, toujours prêts à la lutte. Ils chassent, comme le Christ, les marchands du temple. Ils sont les gardiens de la doctrine. Ils réveillent les saintes ardeurs de la foi artistique. Passion, résolue, infatigable, on les trouve éternellement sur la brèche lorsqu'il y a des obstacles à vaincre, des résistances à combattre. Ils soutiennent le courage abattu, raniment la confiance éteinte, entretiennent le feu sacré dans les âmes et ne demandent pour eux ni récompense ni salaire. Nous venons de tracer en quelques lignes le portrait du baron Taylor. C'est le plus fervent, le plus actif, le plus intrépide et le plus dévoué de tous ces apôtres dont nous venons d'expliquer la généreuse mission. Sans autre fortune que son esprit, sans autre puissance que son cœur, on l'a vu depuis 50 ans opérer des prodiges. Il n'a jamais cessé de prêcher la croisade contre les sarrasins modernes qui arrêtent la marche des arts. Il a suscité contre eux plus d'un Charles Martel, fournissant aux héros ses premières armes et lui présageant la victoire. Isidore Justin Séverin, baron Taylor, est né à Bruxelles en 1789. Il appartient par sa mère à une ancienne famille d'Irlande, les Walvain. Il reste encore quelques membres de cette famille en Angleterre. Ils habitent le château de Longworth, dans le Hertfordshire. Chassés par la conquête britannique, ses ancêtres se réfugièrent sur le continent et vinrent habiter la Flandre occidentale. En compulsant les vieilles chroniques flamandes, on trouve vers 1297 un seigneur du nom de Walvain au nombre des nobles qui furent à Ypres victimes d'une sédition populaire. On les précipita du haut des fenêtres de l'hôtel de ville. 30 ans après, un Jean Walvain était à la tête de la magistrature de Bruges. Sur la fin du siècle dernier, M. Walvain, grand-père du baron Taylor, fut nommé gouverneur du cercle de cette ville et devint le conseiller intime de l'empereur Joseph II, frère de Marie-Antoinette. À l'exemple de Frédéric de Prusse, Joseph II se montrait grand partisan des idées philosophiques. Il ne devinait pas que derrière l'impiété voltairienne se dressait l'échafaud de sa sœur. La persécution des catholiques excita des révoltes en Flandre. M. Walvain fut obligé de prendre la fuite après avoir vu sa maison livrée au pillage. Il se réfugia à Marseille où il mourut. Les Marseillais l'avaient nommé commandant en chef de leur garde nationale. À Bruges, M. Walvain a laissé les plus honorables souvenirs. Un jardin botanique et une des écluses de la ville portent son nom. Il créa 2 bourses au collège de Bruges pour élever 2 jeunes gens choisis par la ville. Un de ses élèves a été le célèbre bibliographe Van Praet, mort conservateur à la Bibliothèque royale de Paris, et l'autre, M. Le Gillon, peintre de genre distingué. On conserve aux archives de Bruxelles la correspondance de M. Walvain, gouverneur du cercle de Bruges, avec Joseph II. Sa fille, mariée à un noble anglais depuis naturalisé français, est la mère du baron Taylor. Il eut aussi un fils, Charles Walvain, massacré à l'abbaye aux journées de septembre. Du côté paternel, celui-ci compte également des illustrations.
Le général Taylor, qui alla combattre en Irlande pour la défense du catholicisme, est son oncle. Il va plus tard mettre son épée au service de la France. Ruinée par les discordes politiques, la famille Taylor eut à supporter de mauvais jours. Ne pouvant plus offrir à son dernier héritier ni fortune ni patrimoine, elle voulut au moins lui donner les bienfaits de l'éducation. Elle s'imposa les plus durs sacrifices pour l'envoyer étudier à Paris. Taylor commença ses classes au pensionnat de M. Sanet. Sous la direction de M. Jacob, son successeur, il reçut quelques leçons préparatoires à l'école polytechnique. Mais le jeune élève montrait plus de disposition pour les arts que pour les sciences. Il dessinait avec goût. Les premiers essais de son crayon révélaient une grande originalité, un talent réel. On le dirigea vers la carrière qu'il semblait choisir, tout en le laissant achever ses études au Collège de France. À 18 ans, il dut marcher seul dans la vie et se créer des ressources par ses propres efforts. La plume et le crayon lui vinrent en aide. Quelques éditeurs lui commandèrent des dessins, puis une circonstance heureuse le poussa du côté du journalisme. Bientôt, ses articles critiques eurent la vogue. On put deviner dès cette époque l'homme profondément judicieux qui allait apporter la lumière dans les questions d'art et ouvrir des horizons inconnus. Il songeait à compléter par des voyages ses études artistiques. Exempté de la conscription en 1810 pour cause de santé délicate, il se croyait quitte avec la loi, mais il se trompait. L'empereur ayant demandé tout à coup force troupes, on revint sur les anciennes décisions, et notre journaliste, jugé définitivement propre au service militaire, fut obligé d'acheter un homme. Une fois remplacé sous les drapeaux de César, il prit son crayon, ses albums, le sac et le bâton de touriste et se dirigea du côté de la frontière. Il visita d'abord la Flandre, sa patrie, puis, inclinant de l'ouest au sud et traversant l'Allemagne, il ne tarda pas à saluer la terre italienne. Rome, Naples, Florence lui ouvrirent leur muséum. 2 années durant, il se chauffa la tête et le cœur au foyer des arts. Revenu en France à la fin de 1813, il fut très surpris d'apprendre qu'il lui restait encore à démêler quelque chose avec le service militaire. On enrôla notre touriste dans les gardes nationales mobiles, en compagnie du peu de jeunes gens que la mitraille avait épargnés. Il fallut que Taylor se résignât en qualité de neveu d'un général à accepter le grade et la paie de sous-lieutenant. Bientôt il comprit tout ce que sa nouvelle position lui offrait d'avantages. En attendant qu'on l'appelât sur le champ de bataille, il trouvait une existence matérielle assurée et conservait assez de loisirs pour reprendre ses anciens travaux de journaliste. Réunis dans la même main, la plume et l'épée vivent en bon accord. Du journal au théâtre, il n'y a qu'un pas. Notre jeune écrivain voulut le franchir et débuta par un drame en 5 actes intitulé Bertram ou le pirate, qui eut 200 représentations à Paris. On traduisit l'œuvre en italien. Bellini composa la musique. Encouragé par le succès, l'auteur composa coup sur coup 3 autres pièces, Le Délateur, Ismaïl et Mariam et Le Chevalier d'Assa. Une petite comédie en actes, Amour et étourderie complète le répertoire dramatique de M. Taylor.
y entra aux gardes en 1814, en même temps que Lamartine. Ses anciennes études pour l'école polytechnique lui furent profitables. On l'admit au concours lors de la création de la compagnie d'artillerie dans laquelle il obtint le grade de lieutenant. Cette compagnie reçut le nom de Compagnie de Vadram, ce qui prouve que la Restauration ne répudiait pas absolument les gloires de l'Empire. Tous ses congés se passaient en voyage. Vers 1816, il retourna en Allemagne. L'année suivante, il parcourut la Hollande et l'Angleterre. Ses études archéologiques, poussées au plus haut point, devaient un jour doter nos bibliothèques d'un ouvrage extrêmement remarquable, sur le mérite duquel nous aurons longuement à nous étendre. Il ne restait plus à M. Taylor qu'à visiter l'Espagne. Là devait se compléter la série de documents précieux qu'il amassait au profit de l'art chrétien, dont il a toujours maintenu les droits et constaté le triomphe. Admis dans la garde royale en qualité d'aide de camp du général comte d'Orsay, il fit partie de l'état-major de l'armée expéditionnaire qui franchit les Pyrénées en 1823. Dans cette campagne, les investigations de l'artiste n'empêchaient pas le soldat de remplir noblement et courageusement ses devoirs. S'il y avait une mission sérieuse et difficile, c'était à notre officier d'état-major qu'on la confiait. Il s'engageait seul au travers des contrées ennemies, entouré de périls sans nombre, et les bravant tous. Plus d'une fois, il fut mis en joue par le tremblement d'un bandit, au moment où il dessinait les ruines d'un vieux château ou la flèche dentelée de quelque chapelle monastique perdue dans les sierras lointaines. Un jour, on lui dit de monter à cheval et d'aller se mettre à la disposition du général Bordesoul, qui assiégeait Cadiz. Il s'agissait de recevoir les communications écrites de ce chef et de les porter à Lisbonne d'abord au comte Hide de Neuville, ambassadeur de France, puis au général Bourg, qui commandait l'expédition de la Corogne. Notre intrépide baron devait traverser le Portugal et la Galice, occupé d'un bout à l'autre par les troupes du général Plasencia. Il part, confiant en Dieu et en son courage. Pendant 3 jours, toutes les difficultés de la route sont vaincues. Le soir du 4e jour, il arrive sur les bords du Minho et reconnaît l'impossibilité de traverser le fleuve sans tomber au pouvoir des corps ennemis, gardiens de la rive opposée. Un paysan portugais aborde l'officier voyageur et l'examine curieusement. « Puis-je vous être agréable en quelque chose ?» lui dit-il. « J'aime les Français. »« Ah !» fit Taylor, regardant son homme et se croyant en face d'un espion. Le paysan devina sa pensée. « Étiez-vous à Paris en 1811 ?» demanda-t-il. « Oui, pourquoi ? Vous devez vous rappeler d'avoir vu un régiment de cavalerie portugaise y monter la garde. » « En effet, répondit Taylor, au boulevard du Temple. Je faisais partie de ce régiment. J'ai servi la France et je ne laisserai pas un officier français dans l'embarras. Pourrez-vous, dit Taylor, me faire traverser le fleuve à minuit? Rien de plus simple, ma barque est à vos ordres. Mais il y a des vedettes à l'autre bord. L'essentiel est de ne pas tomber dans une embuscade. Vous trouverez là-bas, en débarquant, un guide et 2 chevaux de poste vigoureux qui vous conduiront d'une seule haleine jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je me charge de tout. Taylor lui serra vivement la main. À minuit,
Le brave paysan le reçut dans sa barque. On traversa le fleuve. Le guide avec ses chevaux était sur l'autre rive et l'envoyé du général Bordesoul franchit au galop les lignes ennemies. 100 balles sifflèrent à ses oreilles sans l'atteindre. Il termina son périlleux voyage et fut mis à l'ordre du jour de l'armée par le général Bourg pour l'héroïsme et l'habileté dont il avait fait preuve. Le résultat de cette mission si heureusement accomplie fut la reddition de Cadiz. On nomma notre officier capitaine d'état-major. Il passa plus tard au grade de chef d'escadron. Ici finit l'histoire du soldat. Celle de l'artiste et du bienfaiteur des artistes complétera ce petit livre. Second chapitre. Le baron Taylor est au nombre de ces hommes qu'un biographe consciencieux doit mettre en relief, par cela même que notre siècle égoïste et perverti peut les coudoyer sans les voir. De nos jours, la célébrité est fille du scandale. Un impudent coquin reçoit les hommages de la foule et l'on s'incline à peine devant l'homme de bien qui passe. À nous donc de crier chapeau bas. Tant pis pour ceux qui nous obligent à leur enseigner la morale et la politesse. Notre tâche est aussi simple que digne. On nous verra démolir constamment le piédestal de plâtre du mensonge et le reconstruire en marbre pour y asseoir la vérité. Chacun son rôle en ce bas monde. Outrecuidance pour outrecuidance, nous préférons celle qui vise au triomphe du juste et de l'honnête. Continuons notre biographie. Le motif pour lequel le baron Taylor abandonna la carrière des armes au moment où il venait de s'y couvrir de distinction n'a jamais été douteux. Il voulait s'occuper exclusivement de l'œuvre colossale qui a pour titre « Voyage pittoresque dans l'ancienne France » et dont la première livraison, publiée avant son départ pour la péninsule, obtenait un succès d'enthousiasme. Il ne voulut pas néanmoins quitter l'Espagne sans avoir exploré les provinces du Sud, où la domination mauresque a laissé tant de richesses architecturales. Derrière ces vieux remparts flanqués de tours énormes, Cordoue lui montra la superbe mosquée du calife Abderrahmane, aujourd'hui transformée en basilique chrétienne. L'ombre des rois morts lui apparut à Séville sous les galeries silencieuses de l'Alcazar. Et Grenade, la fière Grenade, lui permit de visiter le Généralif et l'Alhambra. La guerre avait peuplé les royaumes de Murcie et de Valence de hordes indisciplinées. Notre voyageur n'aurait jamais pu regagner la France s'il n'eût fait la rencontre d'un bandit, aussi aimable et aussi dévoué dans son genre que le paysan portugais. Il y a 5 ou 6 ans, nous avons entendu raconter à M. Taylor lui-même l'anecdote qui va suivre. C'était aux environs d'Auvenwella. Le soldat, redevenu touriste, apprend que le pays est au pouvoir d'un terrible chef de bande appelé Don Jaime, dont les lieutenants gardent toutes les gorges de la Sierra de Crevillente, chaîne de montagnes qui sépare les deux royaumes. Impossible de franchir le moindre passage sans être tué ou fait prisonnier. Don Jaime avait reçu le titre majestueux de roi de la montagne. Le cas devenait grave. Taylor voyageait seul, accompagné d'un domestique espagnol qui pouvait très bien, le cas échéant, faire cause commune avec les bandits. Où rencontre-t-on ce chef illustre? Est-il possible d'en obtenir une audience? Demanda-t-il à la maîtresse de la Venta où il était descendu. La Venta, auberge de village.
Les hôtelleries de la ville prennent le nom de posadas. Si, Seigneur, rien de plus facile, répondit-elle. Justement, le voilà qui déjeune. Vous pouvez lui parler en toute sécurité. Elle lui montrait un petit homme court, à la face rubiconde, mangeant à une table voisine et doué d'un appétit remarquable. On voyait que son métier ne lui causait pas extrêmement de remords. Il portait l'ancien costume espagnol. Sa veste de velours bleu ciel et sa résille lui donnaient beaucoup plus de ressemblance avec Figaro qu'avec le brigand terrible au nom duquel tremblaient les populations. Taylor s'approcha de ce personnage et dit en saluant « Quelle vide tomar un vaso de aguardiente? Voulez-vous boire un verre d'eau-de-vie » ?»« Con mucho gusto, avec plaisir, » répondit le bandit. « Mais je parle français, ne vous gênez pas. Que désirez-vous de moi ?» Et lui faisait signe de prendre place à table vis-à-vis de lui. « Vous êtes maître absolu de ces montagnes, » dit Taylor. « Je sais qu'on n'en franchit pas les gorges sans vous payer en tribut. Or, ma valise est celle d'un artiste. Elle contient seulement quelques souvenirs de l'Alhambra, des morceaux de plâtre. Quant à ma bourse, elle est vide, et je ne suis pas d'humeur à vous donner ma montre. Cependant, je désire un laissez-passer signé de vous, que je puisse montrer aux hommes de votre bande. »« Je ne sais pas écrire, » dit le bandit. « Je ne puis que vous accompagner moi-même. Dans un quart d'heure, soyez prêts à monter à cheval. »« C'est convenu, j'accepte, » dit Taylor. Au fond de l'âme, il n'était pas sans inquiétude. Un autre compagnon de voyage lui eût mieux convenu. Il vit Dolpheim aborder 2 ou 3 hommes au visage sinistre et l'entendit échanger avec eux certaines paroles suspectes en regardant sur la place du village une caravane d'arrieros, de marchands muletiers, qui se décidaient à passer la montagne sous la protection d'une troupe de dragons espagnols. « Partons, » dit le bandit revenant à Taylor. « Je vous préviens qu'il ne faudra pas vous mêler en aucune sorte des événements dont vous pourrez être témoin, sans quoi je serais obligé de vous laisser voyager seul. » Ils montèrent à cheval. À peine était-il à une demi-lieue du village, en train de gravir les premières pentes de la montagne, que des coups de feu se firent entendre. « Inutile de vous arrêter, » dit Dolpheim. « Ce sont les arrieros que mes lieutenants avertissent de payer le tribut. Toute intervention serait une folie. Au trop, ne regardez plus en arrière. » Vers le soir, ils aperçurent une cabane isolée où Dolpheim lui ordonna de laisser son domestique. « Pourquoi ?» demanda Taylor. « Parce que, si je me fie à vous, lui dit le brigand à l'oreille, je ne me fie pas à cet homme. Nous approchons de ma demeure, comprenez-vous ?» Effectivement, après avoir descendu une gorge rapide, bordée à droite et à gauche par un bois d'oliviers, ils virent une gitana qui accourait joyeuse à leur rencontre. « C'est ma femme, » dit Dolpheim à son compagnon de route. « L'enfant qu'elle porte dans ses bras est mon fils. » La gitana se trouvait alors tout près d'eux. Il se pencha pour l'embrasser, sans descendre de son cheval, et lui dit « Buenas tardes, deme usted del niño. Bonsoir, donne-moi le petit. » Prenant le marmot et l'asseyant devant lui sur le rebord de la selle, il se mit à lui débiter en espagnol ces 1000 niaiseries affectueuses que les pères et mères de tout pays inventent à l'usage de leur progéniture. Se retournant ensuite vers Taylor, il ajouta « Io lo educare dignamente para mi profession. Je l'élèverai dignement pour ma profession. » Le bandit espagnol se peint tout entier dans cette phrase. À n'en croire, c'est un état qu'il exerce, et un état aussi honorable qu'un autre.
Ses pères lui ont légué l'escopette. Il la transmet à ses enfants et leur recommande, à son lit de mort, de suivre pieusement son exemple. Au vol et à l'assassinat près, c'est un fort honnête homme, plein de dévouement et de cœur. Les caresses de famille échangées, dont Chaim piqua sa monture et dit à Taylor: « En route, nous souperons à 2 lieues d'ici. Demain, au point du jour, vous serez en sûreté. » Le baron jeta dans la robe de l'enfant quelques douros d'or, et la mère sourit. « Buen viaje » leur cria-t-elle, « bon voyage ». Ainsi que l'avait annoncé Don Chaim, l'aurore retrouva nos voyageurs aux portes d'une petite ville appelée Calaspara, de l'autre côté de laquelle les routes étaient franches. Taylor voulut emmener dans une auberge le complaisant bandit pour lui offrir un déjeuner d'adieu. « Non pas, fit Don Chaim, puisque votre bourse n'est que médiocrement garnie, à quoi bon vous livrer à des dépenses inutiles? Allons chez l'alcade. »« Ah » s'écria Taylor. « Chez l'alcade? Il vous arrêtera? Jamais, il a trop peur de moi. » 5 minutes après, le hardi brigand frappait à la porte du magistrat, qui le reçut avec beaucoup d'égards. « Avez-vous trouvé bon le dernier porto que je vous ai envoyé ?» demanda-t-il à l'alcade. « Excellent, seigneur bandit. Je vous enverrai du Xérès d'ici à quelques jours. Voici un officier français auquel j'ai servi de guide dans les montagnes. Il faut le loger convenablement chez un des premiers bourgeois de la ville. »« Avec plaisir, trop heureux de vous être agréable, » répondit l'alcade. Taylor tombait des nues. Il ne savait pas qu'en Espagne la justice pactise avec les bandidos, les brigands, quand elle se voit la plus faible, sauf à les pendre plus tard si elle est en mesure de cerner la troupe et de braver les représailles. « J'ai besoin de repos, dit Don Chaim à son compagnon de route, et je vais loger avec vous en maison bourgeoise. Les posadas de cette ville sont mauvaises, soyez sans crainte, je serai parfaitement reçu. » La prédiction se réalisa. Comme l'alcade, l'hidalgo désigné pour héberger l'officier français, témoigna au prince de la montagne des marques de déférence que celui-ci jura de reconnaître en n'exigeant aucun droit sur tout ce que son hôte pourrait faire venir de Murcie ou de Valence. Taylor s'habituait à merveille à la compagnie du brigand, mais il dut s'en séparer le matin du 3e jour. « Je voudrais garder quelque chose de vous, dit Don Chaim, échangeons nos armes. »« Volontiers, répondit le touriste. » Il lui donna ses pistolets et le brigand lui offrit en souvenir son tromblon que chacun peut voir aujourd'hui comme preuve de la vérité de notre anecdote, suspendu triomphalement rue de Bondy dans la bibliothèque du baron Taylor. Comme nous l'avons mentionné plus haut, la première livraison du Voyage pittoresque dans l'ancienne France était publiée. Il s'agissait de continuer l'œuvre. C'était, dit M. Jules Romain, une lourde entreprise qui demandait toutes les ressources de l'érudition et du talent de grands capitaux, une infatigable persévérance. Reconstituer par le souvenir la France de nos pères, aller de province en province, de ville en ville, du donjon démantelé au village détruit, rendre à chaque construction son origine, dire à chaque ruine sa cause, et, devant tous ces témoins muets des fureurs ou de l'oubli des hommes, sur toutes ces victimes du temps, faire planer l'éternelle justice, l'éternelle clémence, l'éternelle grandeur dans leurs manifestations chrétiennes. Écrire en un mot 30 volumes in folio, produire 6000 dessins, voilà ce qu'avait conçu, à 28 ans, un lieutenant d'artillerie, sans autre ressource que sa solde, sans autre appui que son talent. Et ce qu'il avait conçu,
il l'a exécuté. Archives de la France contemporaine, tome 4. Fort de la science archéologique puisée dans ses voyages et déplorant les dévastations commises par cette troupe de vandales que le démon révolutionnaire poussait sur les abbayes et les châteaux, le baron Taylor résolut de se poser en obstacle et d'arracher à la bande noire son marteau destructeur. Il communique à Charles Nodier cette idée courageuse et lui propose d'attacher son nom à l'œuvre. Nodier accepte. Ils visitent ensemble la Normandie, parcourent la Bretagne et les 3 premiers in-folio paraissent. Mais ce travail de bénédictin effraya bientôt l'auteur de Trilby et de la Fée aux miettes. La fantaisie était la muse de ce charmant écrivain. Il ne s'habituait que très difficilement à marcher dans les routes solennelles et régulières de la science. « Travaillez sans moi, dit-il à Taylor. Je n'ai malheureusement ni votre foi persistante, ni votre courage, et je retourne à mes romans. » Resté seul, notre archéologue continua son œuvre immense. Un moine du XVe siècle n'aurait pas eu le travail plus intrépide et plus assidu. 17 volumes sont publiés à l'heure où nous écrivons ces lignes. 17 volumes géants, remplis de dessins merveilleux et imprimés avec ce caractère net et pur que les ateliers typographiques de Firmadido seuls possèdent. Les artistes les plus illustres ont prêté leur concours à M. Taylor. Nous devons citer Isabey, Géricault, Indre, Attalin, Horace Vernet, Fragonard, Villeneuve, Roinou, Michalon, Truchot, Enfantin, Xavier Leprince, Harding, Chapuis, Sabatier, Hade, Viollet-le-Duc, Séchant, Questel, Lassus, Chambon, Cicéry et Dauzat. Le texte, écrit par M. Taylor lui-même, contient l'historique des monuments, les légendes et les traditions curieuses qui s'y rattachent. Il est enfermé dans un cadre lithographique d'une originalité saisissante et d'une exécution parfaite. Le crayon rivalise avec la plume. Il raconte l'histoire à sa manière, il la fait vivre et palpiter sous les yeux du lecteur. Ce livre seul a développé dans des proportions énormes l'art de la lithographie. 13 volumes restent à faire. Notre héros y consacre tous ses soins, toutes ses veilles. Il ne mourra pas en léguant à nos bibliothèques un héritage incomplet. Le style de M. Taylor a ce cachet pittoresque et cette couleur locale que le touriste intelligent sait toujours prendre au lieu qu'il explore. C'est une œuvre scientifique et littéraire qui remplit largement son but et se distingue par la vérité, par l'exactitude, par la poésie des détails. La phrase est soutenue, châtiée, souvent élégante, et toutes les légendes, toutes les chroniques sont classées avec la plus admirable méthode. M. Taylor a publié 3 autres ouvrages où l'on trouve les mêmes qualités d'écrivain. Ces ouvrages ont pour titre « Pèlerinage à Jérusalem », les Pyrénées et le voyage pittoresque en Espagne, en Portugal et sur la côte d'Afrique. La seconde de ces publications est un extrait développé du grand ouvrage archéologique. La troisième est le fruit de la campagne de 1823 et des excursions qui l'ont suivi. Elle est illustrée de 2 volumes complets de dessins, tous l'œuvre du baron Taylor. Chez nous, on rencontre éternellement des esprits envieux qui cherchent à dépouiller un artiste de sa gloire. Le journal La Céphide de concert avec un livre de critique intitulé Les soirées d'artistes accusa M. Taylor de signer des pages écrites par une autre plume et des dessins dus à un crayon étranger. 2 lettres vinrent simultanément démentir ces insinuations calomnieuses. Voici la première, que vous trouverez au chapitre suivant.